Bonjour tout le monde, c'est René Michaud. Je vais simplement vous faire un petit coucou ici. Merci d'être présent cet après-midi. Je travaille pour le Consortium provincial francophone. Je suis heureux de vous accueillir cet après-midi. Alors, on se lance dans la session qui s'appelle La pensée multiplicative. Juste pour vérifier que tout le monde m'entend, j'aimerais un crochet vert, s'il vous plaît. Juste pour vérifier. Alors, un crochet vert. Excellent. Magnifique. Ça veut dire qu'on est prêt à partir. Allons-y. Vous pouvez enlever le crochet vert. Lançons-nous dans la pensée multiplicative. Alors, aujourd'hui, simplement comme introduction, vous mettre au courant que ce projet s'appelle APME et que ce projet a pour but d'être une série d'occasions de perfectionnement professionnel en mathématiques. Elle est principalement réservée aux maternelles à 6e année. Ce sera cette année en 2015-2016. Il y aura 4 thèmes différents dont l'opération qui est aujourd'hui. Et pour chaque thème, on va faire un webinaire provincial, soit synchrone et asynchrone, et avec des sessions subséquentes au niveau régional, local, sur demande et offertes par le consortium lui-même. Et, bonne nouvelle, offert dans les 2 langues. Alors, bienvenue à la version française de la pensée multiplicative cet après-midi. Donc, afin d'avoir une composante asynchrone, on a préparé un site web que nous allons visiter à la toute fin de la présentation cet après-midi. Voici un peu l'image de à quoi ça peut ressembler. Alors, comme on est en multiplication et division aujourd'hui, voici la section que vous cliqueriez et encore une fois, on aura la chance d'y aller. Et quand vous le cliquez, vous verrez toutes les choses qui est possible de visiter dans notre site web. On en fera quelques-unes. Alors, on va mettre les outils de dessin. Et je vais vous demander de faire un crochet avec l'outil dessin dans la colonne à laquelle vous appartenez. Clairement, il y a 2 colonnes importantes, les enseignants M à 2 et les enseignants 3 à 6. Notez que j'ai mis 3 à 6. Typiquement, on aurait 4 à 6. Mais comme la multiplication commence en 3e année, on a pensé de faire une petite variante aujourd'hui. Ah, voilà. Excellent. Merci beaucoup de votre... Clairement, on a le public cible parfait pour cette session aujourd'hui. Merci infiniment. Continuons. Le but du webinaire aujourd'hui, c'est approfondir la compréhension de la pensée multiplicative, bien sûr. Explorer une panoplie de stratégies multiplicatives et on espère bien sûr qu'il y en aura qui seront nouvelles pour vous, quelques-unes que vous aurez peut-être déjà utilisées, et offrir des stratégies pour aider les élèves en difficulté. Donc, on se lance là-dedans. OK. Dans la boîte de clavardage, les amis, elle est à l'extrême droite. Maintenant, Eric s'amuse. Lequel est lequel? Alors, je cherche ici, c'est un élève qui doit trouver le nombre de petits carrés qui composent la nappe. Et donc, je veux savoir, dans la boîte de clavardage, si vous pourriez me dire lequel représente un élève qui a décidé de compter les petits carrés. Est-ce que c'est A, B ou C? Compter. Alors, il y a quelques réponses qui s'en viennent, effectivement, il y a quelques, c'est magnifique, c'est tout à fait exact. La pensée additive maintenant. La pensée additive, il reste A et B, bien sûr. La pensée additive serait A, absolument. Et bien sûr, B, on le réserve pour multiplicative. La pensée additive, juste pour vous dire, le webinaire était la semaine dernière et elle sera disponible dans quelques jours en ligne bientôt. Les élèves sont capables de manipuler des nombres en les regroupant, en les divisant et en les comparant, tout en se livrant à un raisonnement mathématique flexible. Et on a élaboré là-dessus dans le webinaire réservé à la pensée additive. En ce qui concerne la pensée multiplicative maintenant, c'est une capacité de travailler de façon flexible avec les concepts, les stratégies et les représentations de la multiplication et de la division dans des contextes très variés, et où un raisonnement mathématique a un grand rôle, bien sûr. C'est aller au-delà de la mémorisation des faits de base en arithmétique et bien sûr, le moyen de communiquer efficacement la compréhension multiplicative de façon variée. Par exemple, par mots, diagrammes, expressions symboliques, des algorithmes. Alors, la pensée multiplicative est quand même assez dense. Allons voir ce que ça peut être. Tout d'abord, commençons avec la phase « Où sont nos élèves ?» Je vous donne un scénario. Ma sœur doit attacher des ballons gonflés à des chaises pour une fête. Elle veut en attacher 4 par chaise. Le sac qu'elle a acheté contient 77 ballons. Combien de chaises peut-elle décorer? Alors, je présume que certains d'entre vous avaient déjà commencé le petit calcul dans la tête. Vous avez peut-être un papier crayon, mais enfin, là n'est pas la question. C'est plutôt voir
qu'elle en est avec cet élève. Alors, c'est un petit peu pâle, je vous l'accorde. Ça dit, she needs 19 chairs. And she will have one extra balloon. OK. Alors, l'élève, regardez le raisonnement de l'élève, le travail de l'élève, alors le diagramme qu'il a fait. A-t-il vraiment compté 4 par 4? 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 jusqu'à la fin? Ou a-t-il peut-être compté par des bons de 4? Alors, 4, 8, 12, 16, 20. On n'est pas certain. Alors, il y aurait matière ici à clarification, mais dans un cas ou un autre, on pourrait affirmer que cet élève n'a pas encore entré dans le mode de la pensée multiplicative. Il est plutôt dans la pensée additive. Ce qui serait favorable, alors, c'est de lui montrer, par exemple, qu'il y a un certain nombre de groupes de 4. Alors, le premier groupe de 4, le deuxième groupe de 4 jusqu'à 20, pour enfin réaliser que après 19, il y a 76 ballons qui ont été utilisés et il en resterait un. Alors, il faut faire progresser l'élève là, mais il n'est pas là encore. Une autre situation ici, j'ai trouvé un bicycle. Mon voisin veut l'acheter pour 40 $. Il me donnera 15 $ de plus si je le nettoie. Puis-je partager la somme totale de façon égale avec mes deux amis? Puis-je partager la somme totale de façon égale avec mes deux amis? Allons voir ce que l'élève a fait. Voici le travail de l'élève. Alors, si vous voyez bien, il y a plusieurs détails, je dois admettre. Il a commencé par admettre qu'il y a 55 $. C'est un bon calcul. Me, a friend and another friend. Et il commence à 55 et se met à soustraire 3 pour descendre à 52. 52 moins 3, 49. 49 moins 3, 46. Est-ce que cet élève est en phase de pensée multiplicative? C'est-à-dire qu'ici, bien sûr, il ferait de la division. Il a choisi de faire de la soustraction répétée. Est-il prêt maintenant à avancer? Ça reste à voir et on aurait besoin, bien sûr, de l'amener là où on a besoin de l'amener. Et il a, bien sûr, la réponse de cet élève est 17. Est-ce la bonne réponse? Bonne question. Et quand c'est énorme comme ça, comme travail de calcul, vous pouvez imaginer qu'il y a matière à erreur. Dans ce cas-ci, ça semble bien jusqu'à un certain moment donné, mais il y a matière à erreur. Donc, avec le temps, nous voulons que les élèves voient la multiplication comme étant une façon efficace de faire une addition répétée et à l'inverse, on pourrait dire la division comme étant une façon efficace de faire une division répétée. Pardon, l'inverse, la division pour la soustraction répétée. Et ils utiliseront la multiplication quand elle aura un sens pour eux. Si ça ne fait pas de sens, il est fort probable qu'ils ne sont pas prêts à franchir cette étape. Et ils seront certains qu'ils obtiendront la même réponse qu'en additionnant. Voilà. Donc, prenons les élèves là où ils sont, mais rendons-leur la tâche difficile de rester là où ils sont. Alors, allons voir maintenant la première grande idée de la pensée multiplicative. Pour y trouver ces grandes idées, il y en a plus qu'une, il y en a 5 en fait, vous pourrez aller sur le site web dans la catégorie des éléments clés de la compréhension dans le site web. La première grande idée concerne tout ce qu'on fait en mathématiques qui implique de la multiplication. Alors ici, je vais vous demander de prendre l'outil de texte. Alors, c'est le T qui est dans les outils de gauche. Vous prenez le T et vous tapez votre réponse. Et la question est vraiment, quels sont les rases ou les mots-clés qui ont une relation directe avec pensée multiplicative? Et je vous donne un exemple, un rapport. Quand on fait des rapports, on est dans la pensée multiplicative. Y a-t-il autre chose qui vous fait penser à multiplicative? Et vous verrez un délai, groupement, oui. Vous verrez un délai quand les gens commencent à écrire. Il faut finir le mot et cliquer à côté pour qu'il apparaisse. Facteur et multiple, en effet, absolument. Fraction équivalente, absolument demande qu'on multiplie. Magnifique. Excel. Je ne suis pas absolument certaine qu'est-ce que Excel voudrait dire ici. C'est pas un terme qu'on a dans notre programme d'études, c'est plutôt un logiciel. Pourcentage. Absolument. Bravo. Y a-t-il autre chose? Et en fait, on va aller visiter ces thèmes. Volume, décimaux. Alors, voilà, les décimaux peuvent faire partie de ça. Magnifique.
Excellent. Passons maintenant à la diapo suivante pour vous montrer la liste. Quand on parle de valeur de position, il y a effectivement une pensée multiplicative, des pourcentages, on l'a mentionné, les échelles, les proportions, les taux, les ratios, les matrices, les divisions bien sûr, les fractions que vous aviez mentionnées, les décimales, et il y en a bien d'autres. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ça dans les prochaines diapos, allons voir. Par exemple, vrai ou faux? Alors, pour le vrai, la réponse vraie sera un crochet vert, la réponse faux sera un X rouge. Dans le nombre 342, il y a 4 dizaines. Alors, crochet vert, X rouge, à vous de déterminer. D'accord, on a une part égale ici à date. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer là-dedans? Alors, OK, il y a quelques... OK, bravo. Je vois qu'il y a encore des crochets verts. Alors, effectivement, Mélanie, tu as raison. Dans 342, il y a effectivement 34 dizaines. Tu as absolument raison. Donc, pour penser à ceci, et c'est pas évident, on travaille souvent avec ces termes-là et on risque d'aller un petit peu vite, mais quand on s'y met avec réflexion, bien sûr, il y a 34 dizaines. Je vois que Ahmad a la main levée. Ahmad, voudrais-tu prendre la parole? OK, il a baissé la main. Ahmad, si tu veux t'insérer, il n'y a pas de problème. Alors, les valeurs de position, ben, les nombres peuvent être Oui, entiers. Ahmad, excuse-moi René, Ahmad, si tu veux t'adresser à nous, n'oublie pas de cliquer sur l'icône de microphone. Alors, je vois. OK, merci, Ahmad. Alors, on continue. Par exemple, 10 unités, c'est une dizaine. 100 unités, c'est une centaine. 10 dizaines, c'est une centaine aussi. Alors, on voit qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les choses, mais si on va du côté décimaux, par exemple, 10 millièmes, c'est une centaine. 100 millièmes, c'est un dixième. Alors, 10 dixièmes, une unité. Alors, il faut toujours garder en tête cette relation, et bien sûr, ça implique la pensée multiplicative. Vrai ou faux à nouveau? Alors, allons-y là-dedans. L'image ci-dessous représente 2 cinquièmes. L'image ci-dessous représente 2 cinquièmes. Crochet vert si c'est vrai, X rouge si c'est faux. J'aimerais d'autres réponses, s'il vous plaît. Excellent. Alors ici, en effet, l'erreur commune à cause de nos volumes, c'est bien sûr de penser qu'il faut toujours représenter la partie qui est colorée. Alors effectivement, si on regarde la partie qui est colorée, la réponse ne serait pas 2 cinquièmes. Mais si on regarde les bandes blanches, elles représentent 2 cinquièmes en effet. Alors c'est une autre façon de regarder les choses et quand on parle de fraction, on parle de pensée multiplicative également. Vrai ou faux? Allons-y avec celle-ci. Alors, on va effacer l'état de tous les participants ici. Les rapports 1 cinquième, 1 à 5 et le rapport 1 à 6 sont tous deux visibles dans l'image ci-dessous. Crochet vert pour un vrai et un X pour un faux. Alors, les rapports 1 à 5 et 1 à 6 sont tous deux représentés dans l'image ci-dessous. Quelle serait votre réponse? Il y a certainement matière à réflexion ici si vous voulez compter un petit peu. Alors, il y a quelques crochets verts qui arrivent. On continue. Lâchez pas la patate. OK. Alors, pour ceux qui sont encore en réflexion, allez-y, crochet vert. Alors, ici, encore une fois, on a presque moitié-moitié, pas tout à fait. On a 4 X rouges. Alors, la réalité, c'est que si on regarde la portion orange à blanc, c'est le rapport 1 à 5. Si on regarde le rapport 1 à tout, c'est 1 à 6 effectivement. Donc, la réponse ici serait vraie. D'accord? Alors, ça dépend comment on regarde l'image. Voilà. Maintenant, la table de valeurs fait partie aussi des idées avec la pensée multiplicative. Alors, je me lance là-dedans. Vous avez à gauche l'entrée, à la droite la sortie. Quand on a 1, quand l'entrée est 1, la sortie est 4.
Quand l'entrée est 2, la sortie est 8. Comment peux-tu trouver cette valeur? Alors, dans la boîte de clavardage, allez-y, quelle serait la valeur de la réponse ici? Merci, excellent. Alors, on propose 12, on propose de multiplier par 4. Voilà. Alors, effectivement, ce serait 16. Mais attention, c'est peut-être mélangeant pour certains élèves, parce que 4, après 4 et 8 vient 12, dans si c'est une régularité. Mais les entrées ne sont pas en ordre de régularité. Effectivement. Allons voir, et puis on pourrait poser les questions pour les autres, et noter que n'ayant pas une régularité du côté gauche, on ne peut pas avoir une régularité du côté droit. Maintenant, qu'est-ce qu'on ferait pour cette question? Quelle serait la réponse ici? Dans ce cas-ci. Alors, on va à l'inverse, on vous donne la sortie, on cherche l'entrée. Alors, certaines personnes proposent 9 comme réponse, c'est excellent. Merci, vous avez bien compris. Alors, encore ici, on a une situation de table de valeurs qui promouvoit la pensée multiplicative. Maintenant, ce serait encore mieux si l'entrée et sortie étaient vraiment des titres. Alors, c'est hors contexte. Alors, si on plaçait un contexte tel que celui-ci, par exemple, le nombre de taux versus le nombre de pneus, on aurait une meilleure chance que les élèves contribuent correctement à la réponse. Une autre bonne façon, d'ailleurs, ce serait de mettre les entrées, alors le nombre de taux en ordre croissant. Ça aiderait beaucoup d'élèves. Alors, gardons en tête que la pensée multiplicative peut prendre des années à développer parce qu'elle consiste en plusieurs concepts et plusieurs stratégies de résolution. On passe la grande idée 2. Vous aurez l'opportunité d'aller voir le site web, j'espère, pour aller l'explorer. La grande idée 3 commence maintenant. Et elle va comme suit. La propriété de la distributivité est une stratégie puissante pour le calcul mental. Et en effet, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, un nombre dans une expression de multiplication peut être décomposé stratégiquement en 2 ou plusieurs nombres plus petits afin de simplifier la question. Je vous donne un exemple. Par exemple, 47, ça peut devenir 40 plus 7. Alors, dans votre boîte de clavardage, pouvez-vous me donner d'autres façons d'écrire 47, mais avec des chiffres plutôt compatibles, des chiffres que les élèves, avec lesquels les élèves sont très confortables? Alors, on a 40 plus 7 comme exemple. Quoi d'autre est-ce qu'on pourrait faire pour décomposer 47? 50 moins 3 est une option, bien sûr. Ah, Mathieu est allé au long. 5, 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 5, plus 2. Bravo, 20, 20 et 7. Magnifique. Vous avez bien compris. Et ça dépend aussi ce que les jeunes veulent bien, avec quoi ils sont confortables. Alors, bien sûr, les exemples qui apparaissent maintenant, vous m'avez donné la majorité de ceux-ci déjà. Bravo. Dans la distributivité, il y a une excellente vidéo qu'on n'aura pas le temps de présenter et que vous allez pouvoir trouver dans la roue exactement à l'endroit où qui est encerclé en rouge, ici. Alors, vous pourrez aller le voir. Mais sachez que je vais le résumer dans les prochaines diapos. Imaginez que ce bloc Lego est égal à 4. D'accord? Alors, on est en présence ici de 5 fois 4. D'accord? Et vous allez voir maintenant des façons de ce qu'on appelle au niveau plus jeune de conserver le nombre. Alors, j'ai déplacé les blocs en un groupe de 4 et 4 groupes de 4 et on a tout autant gardé la quantité. La quantité n'a pas changé. Et ici, c'est une forme de distributivité si vous voulez. On peut le distribuer en 2 fois 4, 3 fois 4 ou encore 3 fois 4 et 2 fois 4 et bien sûr 4 et 4. Et 1 fois 4. Voilà. Alors ça, c'est une façon de conserver le nombre en les disposant différemment. Au troisième année maintenant, il y a 2 rases importants qui suggèrent que l'effet de multiplication doivent aller jusqu'à 5 fois 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Allons faire un vrai ou faux. Si vous connaissez l'étape de multiplication de 2 et de 5, et bien sûr, on présume qu'elles savent multiplier par 1. Alors, en réalité, la question, c'est si vous connaissez l'étape de multiplication de 1, 2 et 5, vous pouvez résoudre n'importe quel fait de multiplication, vrai ou faux. Crochet vert pour le vrai et X rouge pour le faux. Et évidemment, c'est tentant de répondre vrai. Vous êtes peut-être convaincu, vous êtes peut-être moins convaincu. Et effectivement, la réponse est vraie. Et je vous donne un exemple. Ici, par exemple, si on voulait faire le produit 5 fois 5, qui est le maximum qu'on pourrait faire en troisième année, on a ici un rectangle de 2 par 5 qui égale 10.
Et on va ajouter un deuxième bloc de 2 par 5 qui nous fait maintenant deux blocs de 2 par 5, donc 2 fois 5 plus 2 fois 5, qui égale 20. Il nous manque un bloc de 1 par 5 pour compléter le diagramme. Et celui-ci, bien sûr, complète l'équation et on est maintenant capable de faire 5 fois 5. C'est une belle façon visuelle pour montrer aux élèves que ça marche et que ça peut être décomposé. Et décomposer, c'est pas une faiblesse, mais plutôt une force. C'est un signe de flexibilité chez nos élèves. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, 3 fois 5? Absolument, en décomposant par 1 fois 5 et 2 fois 5. Alors, rappelez-vous, la question, c'était si on connaît les tables de 1, 2 et 5, est-ce qu'on pourrait faire 2 fois 7? Absolument. 2 fois 2, 2 fois 2 et 2 fois 3. Donc, on connaît les tables de 2. Et 2 fois 10, par exemple, ce serait 2 fois 5 plus 2 fois 5. Et on pourrait en faire des exemples et des exemples et des exemples. Et vous verriez qu'on peut tellement décomposer qu'on peut faire à peu près n'importe quoi avec le 1, la table de 1, la table de 2 et la table de 5, ce qui est magnifique. Ce qui simplifie, bien sûr, le travail de mémorisation des élèves. Maintenant, gardons en tête que si j'utilise des nombres plus grands que 5 dans cette diapo, on se trouve à rencontrer les rages de 4e et 5e année. Alors ici, il y a un petit vidéo de 2 minutes. Alors, on va, en cliquant le lien ici, vous allez avoir un vidéo YouTube. Il va apparaître sur votre écran. Je vous encourage à cliquer sur le lien, regarder la vidéo et me revenir dans 2 minutes 9 secondes, c'est-à-dire c'est la durée du vidéo. Quand vous êtes de retour, faites un crochet vert et on reprend la présentation. Allez voir ce vidéo, vous allez voir un élève en action qui démontre ses habiletés. Allez-y. Magnifique. Il semble que la majorité d'entre vous soyez de retour. Alors, vous avez vu une jeune élève dont la question à faire était le 7 fois 9 et qui a réussi à décomposer. Elle a même décomposé pour l'addition. Alors, cette élève a montré beaucoup de flexibilité. Et je vais vous montrer ici des étapes qui vont vous aider à amener vos élèves à faire ceci également. Utilisez ce que je sais pour trouver 3 fois 6. Commençons avec des nombres assez simples.
Alors, voici un rectangle, bien sûr, est, qui a été composé. Alors, c'est 3 par 6, le rectangle. Alors, on utilise ce qu'on appelle une matrice ici. Et on l'a divisé en 2 portions égales avec des sous-produits, si vous voulez, de 9 et de 9, qui fait que l'élève est capable de trouver 18 assez facilement. C'est sûr que 3 fois 6 au départ, c'est pas très difficile, mais on doit commencer à quelque part pour montrer à l'élève que c'est assez simple. Et comme les élèves nous arrivent avec une bonne compréhension des doubles à partir de première, deuxième année, cet exemple est particulièrement important pour certains élèves de voir que c'est relié avec ce qu'ils connaissent déjà. On pourrait le diviser différemment, par exemple. On pourrait diviser le 6 en 5 et 1. Donc, on aurait un sous-produit de 15 et un sous-produit de 3 pour faire une somme de 18. Alors, en jouant avec les nombres comme ceci, les élèves démontrent leur flexibilité et voient un peu l'importance de connaître les faits de base. Maintenant, essayons 7 fois 8 cette fois-ci. Alors, on pourrait diviser le 7 en 4 et 3. Alors, 2 petites zones. C'est pas toujours proportionnel et c'est pas nécessaire d'être proportionnel, mais on a ici les sous-produits de 32 et 24 qui vont faire 56. Mais est-ce la seule chose? Non. On pourrait travailler verticalement et diviser le 8 en 2 portions de 4, ce qui fait qu'on a des portions égales de 28. Et l'air est donc 28 dans chacun. On a un double qui monte à 56. Alors, c'est tout à fait acceptable, c'est un visuel qui va bien pour la majorité de nos élèves. On pourrait essayer ceci maintenant. Si l'élève est un petit peu plus faible, ok, un petit peu, ou a de la difficulté à comprendre pour quelque raison que ce soit, on pourrait faire 4 zones de 4 sous-produits. Alors, le 4 x 4 qui est 16, qui est très familier avec les élèves à partir de ces âges-là. Ensuite, le 3, le 12 et le 12 qui est encore très simple, assez simple pour nos élèves. Alors, en ayant 4 sous-produits, on va chercher d'autres élèves qui ont peut-être de la difficulté pour des raisons qu'on ne connaît pas toujours. Maintenant, ici, on pourrait aller avec un élève qui est plus fort. On pourrait montrer à l'élève que le 8, c'est peut-être 10 moins 2. Alors, on n'est pas toujours obligé d'additionner. On pourrait lui montrer que la soustraction, ça va. Alors, maintenant, on lui montre que on a un sous-produit de 70, un sous-produit de 14 qu'on va enlever. Donc, on va mettre un signe négatif. Et il fait la soustraction pour obtenir la même réponse, bien sûr. Alors, le côté gauche, c'est peut-être pour un élève qui a besoin d'aide, et le côté droit, c'est peut-être un élève qui est prêt à aller plus loin et vous montrer une autre forme de flexibilité dans ses calculs. Je vais vous montrer une autre vidéo. C'est le même élève. Il n'est que 40 secondes cette fois. Cliquez sur le lien et revenez-moi dans à peu près 40 secondes. Allez-y. Alors, je pense que plusieurs d'entre vous êtes de retour déjà. Alors, l'élève a montré ici qu'elle était, ou plutôt je devrais dire, l'enseignante a aidé l'élève à montrer qu'elle pouvait procéder par soustraction. Alors, il s'agit quelquefois d'un simple questionnement qui fait que l'enfant va un petit peu plus loin, qui fait que l'enfant se donne la permission de travailler autrement. Et donc, ça fait réfléchir l'élève davantage et ça lui donne un outil, ça lui donne aussi la confiance. Alors, en 4e année, cette fois, on encourage la multiplication de 2 ou 3 chiffres par un chiffre. Allons voir ce que ça peut donner. Voici 23 par 8. Alors, le 20 et le 3.
que l'on a décomposé pour avoir des sous-produits de 160 et 24 pour une somme de 184. Ici, bien sûr, je vous montre un exemple de soustraction encore pour vos élèves avancés. D'accord? En cinquième année, bien, ici, c'est 2 chiffres par 2 chiffres. Voici un exemple de 12 fois 13. On n'a pas pris très grand parce on a la difficulté, bien sûr, que sur la diapo, on a juste un certain nombre d'espaces, une quantité d'espace. Alors, on pourrait utiliser ici des objets de manipulation pour le 12 fois 13, où la question ici, le 12 est en haut, alors une dizaine, une unité et une autre unité. Une dizaine et 3 unités ici. Quand vous comblez l'espace ici, vous avez une centaine. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 dizaines, suivi de 6 unités qui fait bien sûr 156. Alors, avec un manipulatif, ça pourrait aussi combler les besoins de certains élèves. Mais du manipulatif, c'est bon aussi d'amener l'élève à travailler au symbolique. Alors, la transition naturelle serait, par exemple, de reproduire un petit peu la partie de gauche au niveau symbolique, en obtenant, bien sûr, la partie de droite qui, elle, montre des sous-produits, et ensuite, pour l'élève, n'a qu'à additionner les sous-produits pour arriver à la réponse. Voilà. Et si on avait 47 fois 58, je vous propose ici de faire, parce que c'est très grand, hein, au début, les élèves ont probablement plus de facilité avec 4 sous-produits et on utilise des nombres très faciles à calculer, comme 50 fois 40. C'est pas mal plus facile que 58 fois 47, on s'entend là-dessus. Alors, voici une façon de procéder. Pour 36 fois 27, voici ce que ça pourrait avoir l'air. Mais n'oublions pas qu'il y a certaines façons de procéder symboliquement qui ne sont pas toujours traditionnelles. Alors, voici un exemple où l'élève ici a fait le 6 fois 7, 6 fois 7 pour obtenir le 42. Il a ensuite fait 7 fois 30 pour obtenir le 210. Il a ensuite fait le 20 fois 6 pour ensuite faire le 20 fois 30. Et coïncidemment, et c'est pas une coïncidence, on s'entend, les sous-totaux ici, les 4 sous-totaux qui sont ici, se retrouvent dans la grille ici. D'accord? C'est un peu moins traditionnel, mais très, très, très efficace. Et pour un enseignant, bien sûr, ça permet de trouver l'erreur plus facilement quand un élève fait une erreur de calcul ou une erreur plus importante. Alors, la version traditionnelle, bien sûr, alors le 7 fois 6, 42, on retient 4, le 7 fois 3, 21 plus 4 fait 25, on met un 0 qui souvent n'est mal compris par nos élèves. Ensuite, on fait le 2 fois 6 qui fait 12, alors on met 2, on a un autre retenu qui est 1. Alors, le 2 fois 3 fait le 6, plus 1 fait 7, etc. Alors, ça devient assez... Il y a place à erreur dans celui-ci, alors que l'erreur est moins grande dans les deux exemples en vert et en bleu pâle. En sixième année, on a le RAS 8 qui dit, bien, pourquoi pas, on doit multiplier les décimaux aussi. Alors, il faut passer à cette étape-là. Donc, si on avait l'exemple 3 fois 2,4, on procéderait exactement de la même façon. C'est ça la beauté d'utiliser la matrice, c'est qu'on peut utiliser des nombres décimaux ou des nombres entiers de la même façon. Alors, le 2,4, ou si vous préférez 2 et 4 dixièmes, est décomposé en 2 et 4 dixièmes. C'est pas proportionnel, on s'entend, c'est pas là l'importance, quoique au départ, l'élève en voit peut-être l'importance, mais ici, on obtient la somme relativement facilement, alors qu'au départ, la question faisait peut-être peur à l'élève, alors qu'ici, elle fait beaucoup moins peur. Mais non, si on utilisait une matrice vierge pour la division, bien, la division, c'est en fait, rappelons-nous, un peu l'inverse de la multiplication. Donc, on aurait notre matrice vide, notre somme, notre produit est 184. Alors, le 184 de la question qui semble être une division est en fait le produit de quelque chose. Alors, il est le produit de 8 qui est aussi le diviseur dans la question, mais de quelque chose d'autre. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait des zones, on fait des portions. Alors, un élève pourrait commencer par 10. Alors, tout de suite, il a identifié un sous-total ou un sous-produit de 80. Mais il se rend bien compte que peut-être on peut faire un autre 80 parce que 184, c'est quand même
assez gros. Il va faire un autre secteur de 80. On est rendu maintenant à 160, n'est-ce pas? Or, nous essayons d'atteindre 184. Il nous manque donc un 24 dans cette zone. Mais on sait qu'un des facteurs demeurera toujours 8, en rouge en haut. On sait que la zone doit être 24. Alors, comme ils auront, d'ici à ce temps-là, ils auront acquis certains faits de base, ils sauront que c'est 3 qui manquent. Alors, ils n'ont qu'à faire la somme du 10, 10 et 3, qui est 23, qui est en fait la réponse à la question. D'accord? Alors, on procède à l'inverse. Il faut bien sûr prendre confiance avec la multiplication d'abord et ensuite essayer de joindre l'utile à l'agréable et utiliser ses habiletés en division. Donc, il faut garder en tête, par exemple, que la maîtrise des faits de base aide les élèves à être stratégiques dans l'utilisation de la propriété de distributivité. D'accord? Maintenant, allons voir ce que les élèves font, eux. Qu'est-ce qu'ils font quand on leur propose des multiplications ou divisions? Alors, on a proposé la question suivante à un élève. J'ai 136 bonbons Sweet Tarts. Je veux les partager en 6 sacs à surprise. Combien de bonbons Sweet Tarts iront dans chaque sac? D'accord. Alors, j'aimerais ici que vous me donniez un crochet vert. Si vous pensez que l'élève a appliqué ses habiletés de pensée multiplicative en essayant de résoudre cette question. Sinon, donnez-moi un X rouge. Alors, le crochet vert, si vous croyez vraiment que l'élève a utilisé une habileté de pensée multiplicative. Et c'est fort intéressant parce que je pense que cet élève a essayé de truquer un petit peu son enseignant. Regardez bien. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que quand on lit le paragraphe, d'accord, il dit qu'il compte. Il compte par 4. Oh, par 6, pardon. Il compte par 6. Count by 6 to 132. Et ensuite, il sera en 36. Alors, il avoue compter. Je pense ici que l'élève est vraiment au niveau de la pensée additive. Mais il a voulu truquer un peu son enseignante en utilisant ici le format de la division en écrivant une réponse qui est bonne. Alors, c'est fort intéressant que l'élève trouver la bonne réponse, c'est pas un problème pour cet élève, mais de procéder à la division comme telle semble l'être. Allons voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec des élèves de cette façon. Alors, on pourrait, par exemple, aider l'élève en lui montrant cette matrice. Alors, où on a fait 2 secteurs de 10, ici. Alors, un premier secteur a une valeur de 60, l'autre secteur de 10 a une valeur de 60, pour un total de 120. Il nous reste 12 à peu près, il nous reste 16. 120 plus 16, c'est vraiment le 136 de la question. Mais en réalité, seul 12 est divisible par 6. Donc, le facteur ici est 2 et on se retrouve avec un reste de 4. Alors, ça déborde, comme on peut dire, ça déborde de la matrice. Et la réponse serait donc 22 plus 4. Donc, on pourrait aider l'élève en lui montrant ce type de modèle, en espérant bien sûr qu'il se rappelle de ses faits de base. Il va sentir que c'est un acquis qui est nécessaire. Maintenant, pour vous aider avec des élèves de la sorte, on a préparé une petite évaluation rapide qui va vous permettre de faire des crochets et de vraiment identifier là où il est l'élève de façon relativement efficace. Voici la partie supérieure. Vous pouvez cocher si la réponse est correcte ou incorrecte. Et vous pouvez ensuite dire, bien, la réponse était évidente ou j'ai été obligé de la deviner un petit peu ou de la deviner beaucoup, mais quand même, la réponse était correcte. Si la réponse était correcte, est-ce qu'il y a une erreur mineure, par exemple, une petite erreur de calcul, ou vraiment l'élève est à côté, complètement à côté de la question? Alors, ceci vous permet de parler de la réponse. La deuxième partie de ce formulaire permet de voir si l'élève est avec vous là où vous voulez qu'il soit. Par exemple, est-il en train de compter? Et si oui, qu'est-ce qu'il fait? Est-il en train d'utiliser la pensée additive? Quelle stratégie a-t-il utilisée? Ou est-il en train d'utiliser la pensée multiplicative et vous voulez qu'il soit là? Et il a utilisé, par exemple, des stratégies de la sorte. S'il a utilisé quelque chose d'autre, il y a quand même une place pour écrire dans la boîte autre, bien sûr. Et le troisième secteur, c'est pour vos commentaires à vous. Et si vous aimez bien ceci, vous pouvez aller dans le site web, dans la section « Essayez ceci »
et vous trouverez la version PDF et Word de ce formulaire. Vous pourrez l'utiliser et le modifier selon vos besoins, bien sûr. Alors, allons voir un autre élève. D'accord? Alors ici, c'est la même question en passant, et j'ai mis l'évaluation rapide. Vous pourriez rapidement dire, est-ce que la réponse est correcte ou incorrecte? Est-ce qu'elle utilise le comptage, la pensée additive ou multiplicative? Alors, regardez bien ceci, je vous donne 5 secondes pour analyser ce qui est devant vous. Avec un crochet vert, est-ce que cet élève utilise la pensée multiplicative selon vous? Un crochet vert, c'est si oui, il utilise la pensée multiplicative. Et un X rouge, dans le cas du contraire. Et évidemment, ici, c'est une division à faire. On a 136 bonbons, 6 sacs. Merci pour votre information. Alors, effectivement, ici, l'élève, il semble que cet élève ait commencé par compter ici. Il a fait des X. Il a fait 136 bonbons sous forme de X. Fort intéressant, beaucoup de travail, bien sûr. Ensuite, il semble avoir divisé, fait des sacs, bag 1, bag 2, bag 3, bag 4, et il a partagé les X dans chacun. Et il a quand même réalisé qu'il y en avait 4 de trop. Il vous a montré qu'il connaît le symbole de division, or, il n'a pas semblé diviser du tout ici. Je poserai des questions à cet élève-là et je l'amènerai plus loin, bien sûr. Il a besoin de notre aide, quoique il a quand même la bonne réponse. Et ça, c'est le côté positif de la chose, mais l'efficacité n'y est pas. Et la division existe, et la multiplication existe, pour devenir plus efficace. Voici un autre élève. Prenez 4 secondes pour me donner votre opinion là-dessus. Est-ce qu'il a utilisé la pensée multiplicative? En effet, je suis d'accord avec le crochet vert. Il y a quand même des questions qu'on devra poser à cet élève. Il a la bonne réponse, il n'y a aucun doute. Il y a le 6 fois 6 égale 36. Où a-t-il trouvé 36? Il a décomposé 136 avec le 100 et le 36. Maintenant, ce qui est fort intéressant avec cet élève, c'est qu'il a dit 100 divisé par 6 égale 16. Et on se retrouve ici à vérifier comment il est arrivé là. Il a multiplié 16 par 6. Il est arrivé à 96. Alors, tout ça, c'est des bonnes choses. Or, si j'étais enseignante de cet élève, je me poserais la question suivante. Comment a-t-il trouvé 16? Et c'est la seule question que je lui poserais, je pense. Parce qu'en réalité, l'élève a fait de l'excellent travail. J'aimerais simplement qu'il m'explique le 16. A-t-il deviné? A-t-il tâtonné? A-t-il décomposé? J'aimerais beaucoup connaître sa pensée. Elle est bonne? Elle est bonne, c'est simplement pour que je puisse l'aider davantage que je poserai ces questions. Et ici, ce qui est fort intéressant, c'est une enseignante qui m'a prêté cette façon de procéder pour une division. Alors, si vous cherchez quelque chose de différent, en voici une. La question est en noir. Alors, le 136 divisé par 6. Elle a dit, OK, je connais mes faits de base, je sais que j'ai au moins 20 groupes de 6 dans 136. OK? Et 20 groupes de 6, c'est 120. Alors, je vais les éliminer. Il va me rester 16. D'accord? Et ensuite, elle a dit, OK, dans 16, j'ai au moins 2 groupes de 6 dans 16, qui en fait est un total de 12. Il reste 4. Alors, je ne peux plus faire de groupe de 6 parce qu'il m'en reste seulement 4. Mais la réponse ici, c'est la somme du 20 et 2. Alors, la réponse, bien sûr, 22. Il reste 4. Alors, une autre façon de faire les choses, relativement efficace, je dois admettre, mais l'intérêt ici, c'est pour quelqu'un qui cherche quelque chose de différent, qui cherche à rejoindre d'autres élèves. Voilà. Donnez à vos élèves une grande variété de questions et j'ajouterais une grande variété au niveau multiplication et division, afin qu'ils puissent pratiquer une grande variété de stratégies. L'important, c'est qu'ils sachent multiplier et diviser. La stratégie qu'ils utilisent, elle importe, oui, mais est-ce que ça doit être l'algorithme traditionnel? Pas nécessairement. En autant qu'elle soit efficace, que l'enfant prenne confiance, quand c'est le temps de
de diviser et multiplier, il sait quoi faire et il peut atteindre une bonne réponse. Maintenant, allons voir le guide d'apprentissage pour que vous puissiez vous familiariser et ainsi aller voir comment on pourrait trouver ces choses. Alors, je partage mon écran. Vous devriez voir à l'instant mon tableau. Alors, je suis sur le site web de ARPD6, qui est le regroupement de tous les consortiums de l'Alberta. Et il est important de noter ici que je vais cliquer sur la bannière à gauche qui dit Elementary Mathematics Professional Learning. C'est le titre anglais pour la session, pour le projet, je devrais dire en fait. Je clique là-dessus. Et vous devriez voir la première roue de base. Elle est toujours en anglais au départ. Ne vous inquiétez pas. On va y aller en français en cliquant version bilingue. Je clique à l'instant et la voici. Nous sommes à la porte d'entrée du projet APME. Et le concept d'égalité, nous l'avons fait en novembre dernier et c'est prêt à regarder et à écouter. Je vous invite à le faire. Addition et soustraction, la pensée additive a été faite la semaine dernière. Et aujourd'hui, bien sûr, multiplication et division, pensée multiplicative si vous préférez. Allons la voir. Elle est bleue, la voici. Et il y a certaines choses qui sont intéressantes ici. Par exemple, les éléments clés de la compréhension. Je vais cliquer immédiatement sur ceci. Et ça vous donne, par exemple, qu'est-ce que c'est la pensée multiplicative? Pourquoi est-ce que c'est important? Les idées principales, d'ailleurs, apparaissent ici en bas de page. Idées principales sur les connaissances de base des élèves. Alors, on n'en a fait que 2, mais il y en a 5. D'accord? Alors, je retourne en haut de la page et on pourrait peut-être cliquer cette fois-ci, essayer ceci pour aller voir cette zone. C'est ici que vous allez trouver le formulaire d'évaluation rapide. Si vous voulez essayer quelques petites questions, voici des questions qui amènent l'élève à utiliser la multiplication ou la division. Vous pouvez les essayer, les présenter à vos élèves et vous pouvez aussi les modifier, bien sûr, puisqu'il y a la version Word. Maintenant, ce qui est fort intéressant pour vous, c'est qu'on a ajouté des copies types, c'est-à-dire des copies sur lesquelles il y a le travail d'élèves. Et vous verrez ce que les élèves potentiellement pourraient vous faire. Et donc, ça vous avertit, ça vous donne un son de cloche qui dit, OK, un élève, si j'ai cet élève dans ma classe, il aura besoin de ceci. Oui, il aura besoin de ça. N'hésitez surtout pas à aller voir ce qui se passe là. Il y a de beaux exemples à voir. Ici, si vous voulez voir les preuves de la compréhension de l'élève, il y a quelques vidéos ici. C'est ici qu'on les trouverait. Bien sûr, ils sont encore en anglais et le site web est toujours en train d'être modifié. On ajoute des choses, on corrige des choses. On n'est pas parfait la première fois, mais on se donne la fierté de vous faire un bon travail le plus tôt possible afin que vous ayez quelque chose de solide sur lequel vous pouvez compter. Alors ici, maintenant, j'espère que ce tour vous a plu. Sachez que nous allons, je reviens ici en passant, je suis distrait au PowerPoint, à la page où on était. Et donc, vous avez visité le guide d'apprentissage, on était à cette page, nous avons cliqué ici pour arriver à la roue. Voilà, ça peut vous aider. Donc, j'espère que vous avez aimé la session d'aujourd'hui. Il y a d'autres webinaires qui s'en viennent et pour les découvrir, vous pouvez passer par l'intermédiaire de votre consortium provincial ou régional et vous trouvez de l'information sur ce qui est offert au niveau régional et local. Mais vous pouvez aussi aller au site web qui est en bas de la diapo ici pour vous inscrire au prochain webinaire. Alors, on aura l'évaluation en mathématiques qui sera le 25 février à 13h et 16h. À vous de choisir. Et en tout début mai, on espère, nous vous offrirons des pratiques pédagogiques en mathématiques. Alors, j'espère que ceci vous intéresse. On continue à faire avancer les choses, bien sûr. Et si vous avez des idées, des corrections, des changements, des choses que vous aimeriez qu'on ajoute, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes ouverts à toutes vos idées, bien sûr, afin que le site web devienne vraiment un lieu où vous pouvez aller chercher quelque chose de solide et sur lequel vous pouvez compter en tout temps. Cherchez et vous trouverez des mathématiques partout. Alors, un gros merci de votre participation. Mon nom est René Michaud. Je remercie Éric Caron de sa présence et de son support technique. Nous travaillons pour le Consortium provincial francophone ici en Alberta. J'aimerais
prendre l'occasion pour vous demander de cliquer ici afin de compléter un court formulaire sur votre rétroaction. Nous prenons en considération vos idées, nous essayons d'améliorer le produit que nous vous présentons par biais de webinaire, mais aussi par biais de site web. N'hésitez surtout pas à nous donner vos commentaires afin qu'on devienne meilleur et meilleur. Alors sur ce, je laisse le lien ouvert, cliquez dessus, l'évaluation va apparaître. Quand vous aurez terminé, vous n'avez qu'à presser le X, Adobe Connect fermera et vous aurez le plaisir d'aller souper et vous amuser en soirée. À tous, merci beaucoup et bonne soirée.